Vous travaillez sur les mouvements collectifs. Comment cette inspiration est-elle venue? C'est une inspiration qui est venue de travaux de physiciens qui avaient démarré dans les années 90, en particulier un physicien qui s'appelle Tamas Vicek, qui avait noté que des populations animales, que ce soit des populations de poissons, d'oiseaux ou d'insectes, présentaient à grande échelle des structures extrêmement similaires, c'est-à-dire l'auto-organisation du groupe sous la forme d'un troupeau compact, où tous les individus avancent dans la même direction en dépit de l'absence de leader dans le troupeau pour coordonner le mouvement de l'ensemble. Et ça, c'est une situation qui plaît beaucoup aux physiciens. On est un peu dans notre zone de confort. On a affaire à toute une classe de systèmes qui présentent de la phénoménologie à grande échelle qui est robuste et qui semble très peu dépendre des détails microscopiques des interactions entre les individus. Donc finalement, bien connaître la biologie ou les règles comportementales des poissons, des oiseaux, des insectes n'avait pas l'air d'être nécessaire pour pouvoir décrire les propriétés à grande échelle de ces mouvements collectifs. Vous avez élaboré un système de particules autopropulsées. Est-ce que vous pouvez le décrire? Oui, alors c'est un système qui est très simple. Un système qui est constitué de billes de plastique, des billes colloïdales. Typiquement, les particules ont un diamètre de 5 microns, à comparer au diamètre d'un cheveu qui est de l'ordre d'une cinquantaine de microns. Donc ces particules de plastique, on les immerge dans un liquide qui est conducteur. Donc les billes de plastique, elles, sont isolantes. Puis on applique un champ électrique à une suspension de ces particules dans le liquide conducteur. L'énorme avantage de ce système-là, de ces particules colloïdales, c'est qu'on peut en manipuler un très grand nombre dans le laboratoire, typiquement des populations de plusieurs millions de ces particules-là, capables de se propulser sur des surfaces. Et ces millions de particules peuvent être observées très simplement à l'aide d'un microscope conventionnel. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est une photo aérienne, je dirais, de notre dispositif. Les cercles clairs représentent les bords d'une piste circulaire dans laquelle sont confinées nos particules motiles. Donc ici, les particules sont à l'arrêt. Quand on branche le champ électrique qui est responsable de leur motilité, les particules se mettent en mouvement. Et comme vous le voyez ici, spontanément, des troupeaux se forment, collisionnent, pour in fine former un troupeau unique qui va tourner indéfiniment le long de cette piste circulaire. Alors le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'ici, la largeur de la piste est d'1 millimètre, à comparer avec la taille des particules qui est de 5 microns, c'est-à-dire 200 fois plus petite que le diamètre de la piste. Ce qui nous a le plus surpris, je dois dire, c'était la taille de ces troupeaux, qui s'est avérée être extrêmement grande et qui s'est avérée dépendre uniquement de la taille du conteneur qui contenait notre population. Et ça, c'est quelque chose qui nous a extrêmement surpris, qui n'était pas prévu par les théories disponibles pour décrire ce genre de système physique et qui reste d'ailleurs, je dois dire, une question. Donc ce que vous allez voir ici, c'est encore une image vue de dessus de notre population de robots colloïdaux, mais cette fois-ci avec un zoom beaucoup plus important. Donc ici vous avez encore 1 mm qui est la largeur de la piste, les deux traits noirs en haut et en bas de l'écran, et vous voyez ici le troupeau qui avance au travers d'une mer de particules qui se déplacent de façon désordonnée. Alors la situation change quand ici on confine nos colloïdes autopropulsés dans une boîte carrée, que vous voyez ici encore de dessus, et quand on induit le mouvement des particules, ce que vous pouvez voir, c'est dans un premier temps, c'est qu'effectivement des troupeaux se forment, collisionnent contre les parois de la boîte, mais cette fois-ci, l'intégralité des troupeaux s'auto-organise pour former un vortex géant, ici qui met en jeu plus d'1 million de particules colloïdales. Quelles applications est-ce qu'on peut imaginer? La première, c'est une compréhension quantitative des modes d'interaction des individus dans les populations d'animaux. Une deuxième, qui est en fait un vrai sujet de recherche en soi, c'est la gestion des flux de foule, humaines cette fois-ci. Elle aide au design d'architecture pour réguler les flux d'individus. Bertrand Maury, vous avez travaillé sur l'écoulement des fluides et aujourd'hui, vous travaillez sur l'étude des mouvements collectifs. Comment êtes-vous passé de l'un à l'autre? Il y a une certaine analogie entre les sujets, en particulier si on s'intéresse à des systèmes de particules dans un fluide, de grains qui bougent dans un fluide visqueux, qui interviennent dans un très très grand nombre d'applications, en particulier en agroalimentaire. Il y a la gestion de ces petits grains se fait selon certaines lois physiques, donc qui sont bien connues, qui sont les lois fondamentales de la mécanique. Et quand on s'intéresse au mouvement de ces grains, il est tentant
de concevoir une foule comme un tel ensemble de grains qui seraient soumis à des lois qui sont évidemment plus mystérieuses que les lois physiques, mais qu'on peut espérer par l'observation du réel ou modélisation des comportements individuels, modéliser sous une forme assez analogue finalement aux lois physiques. Donc d'un point de vue mathématique, il y a une assez grande analogie structurelle entre ces deux types de phénomènes. Les premiers travaux d'ailleurs qui portent sur ces questions, qui datent d'une vingtaine d'années, ont été faits par un physicien qui s'est justement intéressé à la possibilité de développer des modèles donc de type mécanique, des modèles particulaires, qui seraient basés sur des lois d'interaction qu'il a appelées forces sociales, qui seraient le genre de pendant psychologique des lois de la mécanique fondamentale, et qui permettent de représenter par des calculs sur ordinateur, de prévoir avec une assez bonne précision le mouvement et de reproduire des phénomènes qu'on observe en pratique. Donc les premiers travaux sur le sujet remontent à une vingtaine d'années. Aujourd'hui, la demande pour ce type d'études se développe. Pour quelles raisons? Alors la demande est effectivement extrêmement forte du fait du développement de grands ensembles comme des grands centres d'exposition, de grands rassemblements qui peuvent accueillir jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000 personnes. On peut penser aussi au stade de football qui accueille maintenant jusqu'à 80 000, 100 000 personnes, avec des enjeux de sécurité extrêmement importants, des problèmes qui se posent en amont lors de la conception de ces bâtiments. On peut se demander comment concevoir un bâtiment de façon optimale, en particulier de façon à ce qu'en cas de problème, l'évacuation se fasse de façon, disons, la plus ordonnée possible. Quand des gens cherchent à sortir un peu trop vite et à travers une issue relativement étroite, le mouvement se fait de façon saccadée. C'est-à-dire on a de temps en temps des vitesses importantes, puis ça se bloque, puis ça repart. C'est un phénomène a priori relativement compliqué, mais avec des ingrédients extrêmement simples, on arrive à reproduire ce type de phénomène. Donc c'est pas prédictif au sens du microscopique, c'est-à-dire on ne va pas chercher à prédire ce que va faire tel ou tel individu à un instant donné. En revanche, pour essayer d'anticiper des problèmes, d'anticiper des zones de congestion, par exemple. Même avec des modèles imparfaits au niveau microscopique, on peut observer, on peut retrouver, et c'est ce qu'on fait actuellement, des comportements relativement raisonnables qui calent relativement bien avec la réalité telle qu'elle peut s'observer. C'est pas une...